Bonjour Kevin, Bonjour. bienvenue à toi. Donc, ouais, je voulais profiter de cette occasion pour pouvoir avoir un dialogue un peu ouvert sur le marché des business digitaux. Donc, comme tu le sais, nous, on est une communauté de repreneurs plutôt spécialisés sur du rachat de business physique, donc le traditionnel. Mais on a pas mal de membres de la communauté aussi qui sont intéressés par du rachat de business digitaux. On a des membres aussi du mastermind comme Maxime qui rachètent des e-commerce. Donc ouais, je pense que c'était sympa de pouvoir échanger tous les deux sur un petit peu, ben, toi, ta vision du marché du business digital, moi, ma vision du marché du business physique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kevin encore, donc Kevin Jourdan, je crois que tu étais éditeur de médias. Ouais. Tu as bossé pas mal dans le SEO, dans Mhm. l'affiliation aussi, Mhm. et tu as à titre perso aussi racheté, revendu Ouais. des business digitaux. Et donc c'est de là que t'es venue l'idée de mettre en place la plateforme donc Exactement. dotmarket.eu, qui propose du coup un accompagnement pour les cédants de business digitaux, et une plateforme qui met en avant justement les opportunités de rachat, enfin, ou de revente de business digitaux. Ouais, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ton parcours, à ce que fait Dotmarket aujourd'hui, peut-être. Je te laisse la parole. Ouais, carrément. Bah, pour compléter, donc effectivement, parcours d'édition de site à la base, c'est toujours une partie de mon activité parce que je trouve ça à la fois fun et important de garder les mains dans le cambouis. On en parlait tout à l'heure. Quand il y a une update Google, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'elle fait, qui elle tape, comment elle agit, etc. Donc le fait d'avoir gardé mes médias à côté, ça me fait souvent pleurer, mais ça me permet de savoir exactement ce qui se passe sur le marché. Dans mon aventure d'édition de site, forcément, au bout d'un moment, tu es amené à soit qu'on te contacte pour racheter tes médias, soit tu es amené à réfléchir à comment en acheter toi-même aussi. Donc c'est comme ça que j'ai démarré sur les opérations d'achat-revente jusqu'à jusqu'à 2018 où après avoir fait 2 ans de création de sites pour des clients, donc un peu plus de prestations, l'idée est venue d'arrêter de leur vendre des sites clés en main et de plutôt leur proposer des sites qui existaient déjà pour aller plus vite, ce qui répondait aussi à un besoin de gens qui avaient plus envie de démarrer de zéro, d'attendre. Ranker sur Google devenait de plus en plus long naturellement. Donc en fait, plus c'est long, plus tu as envie d'aller vite et de pouvoir générer du chiffre. Donc ça m'a amené à commencer à réfléchir à la possibilité de proposer des sites à la vente qui existaient déjà. Je ne voulais pas vendre les miens. Mhm. J'avais mon catalogue de sites, mais à l'époque, en tout cas, j'avais une stratégie plutôt de portefeuille, très émotionnelle. C'est mes sites, je les garde, je ne les vends pas. Euh, et je vivais à l'époque encore pas mal de manière nomade, et notamment aux Philippines. Et il y avait une boîte qui existe toujours, qui s'appelle Empire Flippers, qui avait conceptualisé le modèle de plateforme de vente de sites avec de l'accompagnement. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, ça n'existe pas en France. Je suis éditeur de sites, je connais des gens qui veulent acheter des sites, pourquoi pas créer cette mise en relation. Ça a mis un petit peu plus de temps que juste l'idée à germer, puisque Dotmarket s'est lancé officiellement début 2020, mais on l'a lancé effectivement avec un double enjeu. Un, rendre possible et sécurisé l'achat-vente de business digitaux, quelle que soit la taille. Mhm. Aujourd'hui, on gère des tout petits sites à moins de 2 000 € pour des gens qui font du side business et on monte jusqu'à à peu près 5 millions d'euros de valo. Au-delà, ça dépasse un peu pour l'instant nos petites épaules, on va dire. Euh, et venir en même temps proposer le niveau d'accompagnement et de sérieux qu'un cabinet de fusion acquisition traditionnel pourrait proposer sur un secteur qui est plus ou moins délaissé et pas très bien compris par les cabinets traditionnels. Voilà. Ok. Donc en prenant les deux, on est venu avec notre petite casquette de geek en disant nous en fait on vient du digital, c'est ça le plus important quand tu analyses un business digital, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe sous le capot. La finance c'est sympa, mais j'en parlerai dans la présentation. De la finance sans le pilier digital, ça veut rien dire dans le business digital. Donc comment est-ce qu'on crée ça et comment est-ce qu'on rend la plateforme pertinente pour ce type de rencontre.
Et en 4 ans, les 3 premières années, on a essayé de faire du cabinet, donc une vingtaine de deals par an. Puis ensuite, on a atteint un plafond de verre. Crise du financement, guerre en Ukraine, après Covid, donc chute de pas mal de business. Et on avait beaucoup de demandes sur des plus petits sites et des gens qui se tournaient vers le side business, notamment des investisseurs immobiliers qui, difficulté à investir dans l'immobilier, tiens, on va voir l'immobilier digital. Et donc là, on a basculé sur un modèle de marketplace. Et aujourd'hui, DotMarket, c'est un peu plus de 200 deals par an, donc 10 fois plus que ce qu'on faisait au lancement, avec un aspect marketplace qui est très... si tu as envie d'acheter le business tout seul, tu peux le faire, mais si tu as besoin de nous, tu nous sollicites et on est là. Et une partie un peu plus cabinet, où on accompagne le client de A à Z, de l'estimation au deck, au sourcing, à la diffusion, à la négociation, voilà, toutes les étapes de la session. D'accord, donc plutôt côté cédant, du coup, vous accompagnez Alors nous, on a un rôle un peu hybride, parce que oui, le mandat est signé avec le cédant, mais on fait beaucoup d'éducation côté acheteur. Parce que, étant éditeur de site, et sachant exactement du coup qu'est-ce que je peux, j'ai racheté plusieurs sites où je me suis planté. J'ai pas identifié qu'il y avait telle faille, j'ai pas identifié que étant en Estonie, j'allais pas avoir la même TVA qu'en France. C'est des erreurs très basiques que n'importe qui peut faire. On a quand même un rôle de conseil ou d'accompagnement qui est très fort côté acquéreur. Et très tôt dans l'histoire de DotMarket, les acheteurs nous ont dit, n'oubliez pas qu'en fait, les vrais clients, c'est nous, parce que si nous, on se fait arnaquer, on ne reviendra jamais acheter. Et voilà, un vendeur, en général, il a une boîte à vendre, puis une fois qu'il a fait son exit, ciao, c'est fini. Tandis que l'acheteur, il peut revenir plusieurs fois. La preuve en est, c'est que vous cherchez à racheter plusieurs boîtes. Donc, si un courtier vous la met à l'envers une fois, vous n'irez plus le revoir. Par contre, si le vendeur n'a pas kiffé son courtier, mais qu'il a fait son exit, après, il n'est plus obligé de reparler au courtier. Donc oui, on signe le mandat avec le vendeur, oui, on accompagne le vendeur, mais on a un très gros travail éducatif auprès de l'acheteur. Ok. Bah, du coup, un peu finalement comme la communauté repreneur.co, je comprends, c'est rendre accessible une partie du segment de marché qui n'est pas trusté par les financiers, par tous ces intermédiaires, voilà, les gros cabinets derrière qui s'occupent peut-être aujourd'hui de deals plus importants. Mais pourtant, on a une vraie demande. On a des vendeurs qui veulent vendre des sites à taille plus accessible et des acheteurs qui sont intéressés, des investisseurs, t'en parlais, des investisseurs immobiliers qui voient ça comme un vrai actif aussi, des gens qui sont déjà dans le digital et qui veulent racheter ce type de business digital. Donc, ok, ouais, c'est vraiment éduquer, rendre accessible, c'est la mission de DotMarket aussi. Ok, super. Et du coup, si on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, donc on parle de business digitaux. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que tu appelles un business digital? Qu'est-ce qu'on peut trouver peut-être comme opportunité sur DotMarket? Alors sur DotMarket, tu trouveras principalement des médias, des business type e-commerce dropshipping, donc de vente de produits physiques, et du SaaS. Mais un business digital, ça peut être une agence, techniquement, même si très souvent, l'agence peut... il y a une équipe, il y a peut-être des bureaux, etc. Mais on a des agences full remote aujourd'hui qui font que du digital. Ça peut être une newsletter, ça peut être un podcast, ça peut être une application Shopify ou WordPress. Tant que c'est un business qui génère son chiffre d'affaires via le digital, c'est quelque chose qu'on est capable d'aborder. Maintenant, il y a des types de business digitaux qui sont beaucoup plus développés à l'international qu'en France. Par exemple, les applications Shopify ou par exemple les newsletters sur lesquelles on a essayé de se positionner il y a 2 ans avec un rachat de plateforme de newsletters qu'on a revendu justement, parce que ce n'était pas du tout développé en France. Donc nous, ce qu'on vend le plus, c'est des sites de contenu, des sites e-commerce et de dropshipping et des SaaS dans une moindre proportion. On le disait tout à l'heure, c'est un peu le fantasme, le SaaS, donc ça arrive de plus en plus. D'accord, ok, top. Et en termes de, tu en as parlé un peu, de taille de deal, donc ça adresse vraiment des tout petits deals, des sites à 1500, 2000 euros, jusqu'à aujourd'hui, votre plus gros deal sur la plateforme, c'est 5 millions, c'est ça? Le plus gros deal listé, c'est 3 millions, et globalement, les plus gros sur lesquels on a pu être amené à travailler, c'était des valos jusqu'à 5 millions.
D'accord, ok. Et bon, je sais que le modèle a un peu changé, enfin, vous avez évolué aussi bon, par rapport au marché aussi et votre positionnement. Mais du coup, les tendances un petit peu enfin, sur le volume, donc vous avez vu un volume forcément augmenter de nombre de deals parce que vous êtes en capacité d'adresser plus de deals sur la plateforme aussi. Mais je trouve que, enfin, moi, dans ce que j'entends autour de moi aussi, c'est qu'il commence vraiment à y avoir une vraie appétence aussi des personnes qui veulent racheter des business digitaux. Notre génération notamment aussi, qui est éduquée par le business digital au quotidien. Et donc, c'est votre travail aussi de dire qu'on a la possibilité d'acheter des business digitaux, comment le faire de la bonne manière. Donc ouais, toi aussi, tu vois cette tendance qui émerge à racheter de plus en plus de business digitaux. Ouais, souvent on me demande comment est le marché côté vendeur. En fait, le marché vendeur, on a lancé en 2020. Je crois que la première année, on a eu bon, dès la deuxième année, on avait 3 500 demandes d'estimation par an. On a un outil d'estimation gratuit en ligne où tu peux rentrer en quelques minutes toutes les données sur ton site. Ça te donne une fourchette de prix de vente. Et on ne fait pas plus d'estimations d'une année à l'autre. On tourne toujours entre 3 et 4 000. Des fois, ça drop complètement quand il y a des périodes un petit peu de crise. Et bon, des fois, ça explose parce que justement, il y a plein de gens qui veulent mettre leur business. Des fois, il y a tous les business de CBD qui arrivent d'un coup parce qu'il y a une réglementation CBD. Des fois, tu vois, ça bouge, mais au niveau du volume, on voit pas, il n'y a pas 10 fois plus de business, en tout cas, qui nous contactent par nos canaux d'acquisition organique. Par contre, là où c'est sûr que ça évolue, c'est du côté de la demande acheteuse. Au début de Dot Market, on avait quasiment que des investisseurs qui connaissaient le digital, qui étaient dans l'édition de sites, qui des fois juste me connaissaient personnellement et donc venaient acheter parce que c'était Kevin et presque pas Dot Market. Et aujourd'hui, on fait à peu près entre 900 et 1100 nouvelles créations de comptes par mois sur Dot Market. Et ce qui a changé, c'est que la majorité aujourd'hui de ces gens qui créent un compte sur Dot Market ont un profil débutant. D'accord. Donc ne recherchent pas forcément une entreprise à plusieurs centaines de milliers d'euros, n'ont jamais racheté un business avant, n'ont pas forcément des compétences dans le digital, ont plutôt un petit budget et il y a un énorme besoin d'éducation. Donc il y a l'intérêt, il y a la compréhension que il y a une mine d'or peut-être là-dedans, mais par contre il manque, tu vois, il faut démystifier tout ça, il faut éduquer. Et finalement, c'est un peu le challenge qu'on a en ce moment avec Dot Market, c'est que notre activité, elle a évolué tellement vite en termes de demande qu'au début, c'était hyper facile parce qu'on parlait tous la même langue. Voilà un site, on n'a pas forcément besoin de t'aider à comprendre ce qui se passe derrière. Je pense à Nicolas, tu vois, j'ai jamais eu besoin d'expliquer à Nicolas comment analyser le site, faire sa due deal, faire ses projections. Alors qu'aujourd'hui, très régulièrement, en fait, on doit déjà apprendre à l'acheteur à faire le choix du modèle économique qui va le plus lui correspondre. D'accord. Donc la thèse d'investissement est devenue un truc hyper important à faire. L'accompagnement, l'éducation, la compréhension, l'accompagnement à la reprise, la recommandation de prestataires, tout ça, c'est des choses qu'on n'avait pas besoin de faire avant et qui maintenant deviennent nécessaires parce que l'audience arrive et a beaucoup plus à apprendre et du coup est beaucoup plus exposé aussi au risque de la reprise d'un business digital. D'accord, ok. Bon, c'est un petit peu la rançon du succès aussi, peut-être, je dirais, c'est qu'au départ, c'était peut-être un petit écosystème entre personnes du digital et que maintenant, Dot Market commence à être connu et reconnu auprès d'autres personnes. Donc, mais je trouve ça vraiment chouette et on avait déjà eu cette discussion un peu aussi par message de se dire que aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peut-être une passion, qui ont envie de vivre de leur passion aussi. Et je trouve que moi, le rachat de business digital, c'est un moyen aussi de leur permettre de vivre de cette passion aussi à travers l'édition justement digitale. Et ces personnes-là peuvent s'épanouir. Donc ouais, non, c'est vraiment chouette. Et du coup, en termes de... Tu nous as parlé un petit peu des actifs digitaux, enfin, ou de ce qu'on pouvait racheter sur Dot Market. Est-ce qu'il y a un secteur qui est un peu plus prisé, enfin, ou plus recherché par les repreneurs Ouais, le e-commerce. E-commerce, donc c'est vraiment Ce qui est le plus recherché et voulu, c'est le SaaS, mais il n'y en a pas beaucoup à vendre. D'accord. En tout cas, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Et de manière générale, sur le marché français,
il n'y a pas d'endroit où tu peux trouver beaucoup de SaaS à vendre. Sur le marché international, tu as des plateformes qui sont presque que spécialisées sur le SaaS, type Acquire, où tu vas trouver beaucoup de SaaS. Ça, c'est le plus demandé, les SaaS. Enfin, c'est le fantasme le plus espéré, mais c'est ce qu'il y a le moins à acheter. Pendant très longtemps, c'était les sites de contenu qui vraiment attiraient beaucoup d'acheteurs. Ces 2 dernières années, Google a tellement mis entre Google, l'intelligence artificielle et tous les changements attendus sur l'interface de Google et le modèle des moteurs de recherche, ça a vraiment fait chuter l'intérêt sur ces types de sites parce qu'ils ont pris beaucoup de volatilité et d'exposition au risque. Et tout ça, ça a rebasculé les gens sur des choses très concrètes et qui sont cohérentes avec le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de stabilité sur un business e-commerce dans les SERP qu'un site de contenu. Donc là, ce qu'on vend le plus et ce qui est le plus demandé, c'est des sites e-commerce et de dropshipping. Ok. Et peut-être, du coup, toi, est-ce que tu vois des niches un petit peu, alors que ce soit le type d'actif digital ou dans un actif digital, peut-être des niches un peu sous-estimées, mais qui sont intéressantes à racheter pour les repreneurs? Ça, c'est une question difficile. Est-ce qu'il y a des niches sous-estimées? Tu vois ce que fait Cody Sanchez avec les Boring Business? Ouais. Je pense qu'en e-commerce, c'est un peu pareil. Ça peut être tentant de prendre une thématique tendance dont tout le monde parle avec des produits sexy. Ça peut être une très bonne idée. Mais c'est aussi très bien de prendre des produits dont tout le monde aura toujours besoin. Tu prends par exemple les accessoires pour les animaux. Il y a des dizaines et des centaines de boutiques. Il y en a très peu qui vivent et survivent. Mais celles qui arrivent à vivre, elles peuvent durer ad vitam aeternam parce qu'en fait, tout le monde aura toujours des animaux et un besoin d'acheter des accessoires. D'accord. Donc ce type de boutique-là aura toujours un intérêt, fonctionnera toujours. C'est juste qu'après, il faut se dépatouiller avec la concurrence. Les boutiques d'accessoires fonctionnent toujours à différents niveaux. Donc en fait, tu reviens en bout de course à acheter le truc le plus basique, le plus evergreen, le plus sans surprise possible. Et je pense que c'est pareil dans les business physiques. J'entendais tout à l'heure les tests d'investissement sur le BTP, sur la tôlerie, des choses comme ça. En fait, c'est pas très sexy, mais il y aura toujours ce besoin. Donc, c'est finalement plus safe que de te lancer sur la dernière DNVB à la mode où tu veux développer un produit, un besoin, un marketing, un positionnement et plein de choses. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, ouais, tu le dis, c'est comme dans les rachats de business physique. Du coup, finalement, nous, on se concentre sur des business qui sont nécessaires. J'aime bien le dire, on a l'acronyme de business NER, nécessaire, endormi et rentable. Et c'est ça, c'est nécessaire. Donc, une activité dont on aura toujours besoin. Endormi, c'est... alors là, peut-être, du coup, c'est un petit peu moins vrai pour vous. Mais nous, c'est justement ces business un peu traditionnels qui ne sont pas du tout sexy et qui ne sont pas au fait du digital. Donc, qui n'ont pas digitalisé leur activité. Enfin, tu vois, des fois, ils ont des sites Internet qui sont ni fait ni à faire. Enfin, ils n'ont pas de présence digitale. Ils n'ont pas de Google My Business. Ils font pas de publicité méta ou autre. Donc, et ça, pour nous, c'est des vraies opportunités. Parce que justement, nous, on a cette approche-là. On a cette appétence au développement marketing et ça nous permet de vraiment développer bien la boîte alors que dans le business digital, on est déjà dans le digital donc généralement… tu auras une approche assez similaire. Oui, aussi, d'accord. Les meilleures boutiques à reprendre, là on parlait des thématiques, mais les meilleures boutiques à reprendre, c'est celles qui sont là depuis 5, 10, 15 ans, qui ont été lancées par des gens qui ont peut-être vu les débuts du digital, mais qui ne sont pas allés au bout de l'aventure digitale. D'accord. Voilà. Donc, tu as une bonne boutique. En général, tu as du bon SEO, mais qui n'est pas lié à de l'optimisation SEO, qui est lié à de l'ancienneté et au fait que les fiches produits aient été réalisées avec passion, sans forcément penser à les optimiser d'un point de vue sémantique, mais juste quand une très bonne fiche produit est très bien décrite avec des belles photos, etc. Et ce business-là, peut-être qu'il vit très bien depuis 10 ans avec du SEO old school. Il n'a pas de relance de panier abandonné, il ne fait pas de publicité, il n'a pas de pixels posés, il ne fait pas d'emailing. Il a peut-être une très belle base mail d'ailleurs et puis il ne l'utilise pas parce que c'est un truc, voilà.
Il prend une partie des commandes par téléphone. Il n'a pas PayPal sur son mode de paiement parce que, en fait, pourquoi PayPal, tu vois? Avec autre chose. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, Mhm. parce qu'on a vu des business comme ça qui fonctionnent très bien, puis en fait, tu remplaces le modèle de paiement caisse d'épargne par Stripe, et là, il n'y a plus aucun client qui a envie de payer parce que Stripe, c'est quoi? Nous, ça fait 10 ans qu'on commande. Voilà. Mais ces business-là, c'est des pépites, hein, parce que tu as plein de choses à travailler de manière. Il ne faut pas le faire de manière trop bourrine pour ne pas faire fuir la clientèle repeat. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est des business qu'on qualifie d'endormis parce qu'ils sont endormis sur leurs acquis, mais c'est des magnifiques acquis sur lesquels tu peux vraiment te positionner avec confiance pour le long terme et venir mettre les briques un petit peu plus modernes de la digitalisation en termes d'acquisition, en termes de logistique, en termes de plein de choses. D'accord, moi c'est génial ce que tu dis, parce que effectivement du coup le parallèle se fait avec le business physique. Tu vois, à tort, je pensais que sur le digital on était un petit peu plus avancé sur ces aspects, mais comme tu dis, il y a vraiment des belles endormies que tu peux aller chercher, racheter du coup en termes de valorisation qui sera plus accessible aussi et que tu peux venir développer en ajoutant, en modernisant, en ajoutant des nouveaux canaux d'acquisition peut-être. Tout en veillant, comme tu l'as dit, et nous, c'est ce qu'on fait aussi dans le rachat de business physique. C'est quelque chose qui fonctionne. Oui, on a plein d'idées, mais parfois, il faut aussi savoir se tempérer et pas tout bousculer non plus, parce que ça peut vite dégénérer. Donc ok, une approche un peu similaire finalement. Ouais, Donc, pour compléter là-dessus, parce que racheter des belles endormies, c'est top dans une stratégie de hold, où tu gardes le business après pendant des années, mais aux États-Unis, tu as une vraie tendance ces dernières années qui s'est développée au website flipping, que nous on appelle rénovante en France, et qui consiste, comme dans l'immobilier, à racheter un appart ou un immeuble ou peu importe qui est dans son jus, le retaper, et le remettre sur le marché quasi immédiatement avec la plus-value ou le mettre en location pour récupérer. Et sur un site internet, ça ressemble à quoi? C'est trouver justement un site qui est dans son jus, une belle endormie, la retaper, hold entre 6 et 18 mois. 6 mois, c'est très court pour avoir une plus-value. 18 mois, c'est nickel parce que tu as eu 6 mois de croissance, 12 mois pour valider un nouveau bilan et pouvoir le remettre en vente. Et ça, on commence à le voir finalement sur des investisseurs, tu vois, qui ont vraiment cette stratégie de on cherche un business très précis, on a des compétences extrêmement précises, on match les failles du business avec nos compétences et on fait des opérations d'achat, rénovation, revente digitale. Ok, donc ouais, tu as tout un pan qui est en train de se développer, je comprends, de personnes qui se spécialisent là, dans du flipping de website. Donc ça va parler à nos membres investisseurs ou marchands de biens. Ouais, exactement. Ok, et l'approche est exactement la même et souvent ça parle effectivement très bien aux investisseurs immobiliers parce qu'on peut presque faire l'analogie en direct. Tu vois, on leur dit tu vas prendre ça, c'est comme dans l'IMO, tu fais comme ça. Ah ouais, ok, ça tu retapes, c'est comme dans l'IMO, tu fais comme ça et ça part très bien. Quoi. Tu parles le même langage du coup. Exactement. Et aux États-Unis, ils appellent ça du digital real estate, c'est pas pour rien. Ok, le lien est fait même dans l'appellation. En France, on ne dit pas l'immobilier digital, parce qu'on entend moins cette expression, mais aux États-Unis, c'est acté qu'un actif digital, c'est une forme d'immobilier. D'accord, ok. Et du coup, dans la continuité de ce qu'on disait sur des cédants peut-être qui avaient développé une belle affaire et peut-être, j'imagine, moi, avaient atteint un plafond de verre ou avaient envie de changer de projet. C'est quoi les motivations principales des cédants à vendre des sites internet qui, peut-être là à nouveau à tort, je me dirais, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus passif qu'un business physique. Et du coup, c'est quoi les principales motivations que vous voyez chez Dotmarket? Ouais, alors, c'est pas forcément si passif que ça. En tout cas, pour les personnes qui l'ont monté. Toi, quand tu la rachètes, évidemment, souvent ton enjeu, c'est de le rendre plus passif que ce que c'était. D'accord. Mais par exemple, quelqu'un qui a monté une boutique e-commerce qui tourne plutôt bien, mais qui continue de faire tous ses colis soi-même, toi, tu arrives, tu te dis, on externalise la logistique, on gagne X heures de travail par semaine, et boum, c'est un business passif. Mais dans l'esprit de la personne, en fait, cette dépense-là ou cette déconnexion à son produit, c'est peut-être justement ce qu'elle ne veut pas faire. D'accord. Donc déjà, il y a un décalage potentiellement là-dessus.
entre le potentiel de passivité et la réalité de la passivité. Et après, qu'est-ce qui pousse une personne à vendre son business digital? Les mêmes raisons qui poussent quelqu'un à vendre son business physique ou à vendre sa maison ou à vendre n'importe quoi. Ok. Départ à la retraite, il y en a de plus en plus en ce moment et Ok. c'est les meilleurs business digitaux à racheter d'ailleurs. Ils sont hyper durs à trouver parce qu'ils ne viennent pas appeler Dot Market, eux. Hein. Mais c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec des cabinets qui ont des mandataires en région pour essayer de créer des liens. Et parce que ces mandataires en région, en fait, sont au contact de ces personnes qui ont un site depuis 15-20 ans, mais qui ne vont pas taper vendre mon site internet pour le vendre. Et donc, comment on les fait venir sur Dot Market, c'est un des enjeux d'acquisition de notre côté. Et puis après, tu as toutes les raisons plus ou moins valides qui vont de j'en ai marre, burn-out, à j'ai atteint un plafond de verre et voilà, autant vendre maintenant, à j'ai peur que ça se casse la figure parce que l'intelligence artificielle me fait peur et moi je ne suis pas prêt à voir ça donc je vends maintenant, à mon activité est en perte de vitesse, j'ai pris un coup dur, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je me suis séparé. C'est toutes les mêmes raisons humaines qui poussent n'importe qui à vendre une entreprise. Par contre, on a aussi des très mauvaises, et là c'est le rôle justement de faire le tri là-dedans avant de lister un business. Quelqu'un qui vient de voir et qui met son business en vente parce qu'il s'est pris une pénalité fiscale ou qui s'est pris une pénalité sur Google ou qu'il a perdu son account manager, son Facebook account manager ou son fournisseur ou plein de choses, là évidemment, ce n'est pas une bonne raison pour le vendre. D'accord. Mais tout comme quelqu'un peut vendre son business traditionnel en cachant qu'il y a une affaire au prud'homme, qu'il y a le directeur commercial qui a dit qu'il se barrait dans 3 mois. D'accord. Donc, c'est ce que j'apprécie aussi sur la plateforme Dot Market, c'est que vous faites ce travail d'analyse aussi et vous n'allez pas référencer n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment une approche. Enfin, on l'avait déjà discuté aussi, mais c'est une approche très smart, effectivement. Et ok, ouais, donc on a ce même genre de problématique avec les cédants qui pourraient être tentés de refourguer leur site parce que justement il y a une problématique. Ouais. D'accord. Et donc sur les raisons de la cession, on en revient toujours aux fondamentaux, je dirais. On reste des humains derrière, il y a une personne humaine derrière le business. Et forcément, il y a des événements de vie qui font qu'à un moment donné, ils doivent revendre. Donc, ok. Donc, tu revends plutôt. Pour financer. J'ai quelqu'un là qui veut revendre pour financer un projet de SaaS. Moi, l'année dernière, je voulais revendre une partie de mes actifs pour financer l'achat d'une maison parce que mon courtier ne voulait pas me suivre. Bon, finalement, ils sont OK de me suivre, donc je ne revends pas mes actifs. Mais tu vois, ça ne m'aurait pas forcément plu de vendre un business très passif. Mais si la revente me permettait d'acheter une maison en cash et d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, voilà, tu cèdes ton actif pour financer autre chose et c'est OK. D'accord, ok. Il y a différentes étapes comme ça de vie. C'est juste le moment de vendre en fait pour la personne. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, après, donc, je sais que vous faites les valorisations, donc vous accompagnez aussi les cédants sur les valorisations des actifs digitaux. Donc, on a parlé un peu des fourchettes. En termes de valorisation, donc, nous, on passe plutôt par des multiples du résultat pour pouvoir valoriser les entreprises, voire quand on adopte une casquette investisseur-repreneur, à savoir le retour sur investissement. Comment ça se passe pour les actifs digitaux? Pareil, d'accord. En tout cas, nous, sur Dot Market, il y a plusieurs façons de valoriser un business digital. Il y a l'approche basée sur le BE. Donc, nous, c'est celle qu'on prend. Donc, quelle est la rentabilité dégagée par un business? Quel est le profit dégagé par un business sur lequel on met un multiple, soit un multiple annuel si c'est un fonds de commerce ou une société, soit un multiple mensuel, quand c'est un tout petit site. On va plutôt calculer combien de mois de profit on achète ce business. Évidemment, les calculs sont très différents selon que ce soit fonds de commerce ou société ou petit site, parce que sur un petit site, on se cale sur le PNL qu'on doit reconstituer, etc. Alors que sur le fonds de commerce ou la société, on revient finalement à de la valorisation traditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut retraiter, qu'est-ce qu'on est d'accord de retraiter, qu'est-ce qui constitue de l'investissement et ainsi de suite. Et pour compléter, pardon, j'ai perdu le fil sur ta question.
Du coup, c'était en termes de valorisation, ouais, comment Ouais. vous valorisez Ouais. les business est-ce Voilà. que c'est, Donc, très souvent, c'est une base de profit. Tu as d'autres méthodes de valorisation qui peuvent être utilisées selon la typologie du business. Les comparables, évidemment. Mhm. Ça peut faire exploser la valeur d'un business ou la faire chuter si à un instant T, il y a des éléments sur le marché qui vont contre ou qui favorisent la valorisation. Un bon exemple, c'est ce qui s'est passé avec le business de CBD, quand il y a eu toutes les réglementations qui ont visé à interdire certains produits. Et maintenant, c'est un peu tous les mois, il y a des produits qui sont interdits, qui ne sont plus interdits, et ainsi de suite. Donc ça a eu beaucoup d'impact sur les valorisations perçues de ces activités. Et on en a eu beaucoup qui se sont mis à la vente. Et c'était très difficile à valoriser parce qu'il fallait décortiquer la part de chiffre d'affaires fait par des produits qui maintenant allaient être interdits. D'accord. Et donc recalculer le profit là-dessus. Autant dire que très peu de vendeurs étaient d'accord de dire que 70% de leur CA partait en fumée sur la nouvelle réglementation. Donc nous, on a arrêté en fait quasiment instantanément de proposer des sites de CBD à la vente par incapacité à prédire le futur. Ouais. Hein. Tu peux essayer de chercher à valoriser le potentiel, mais ça se fait très peu sur le digital. On a tendance à dire que tu achètes le potentiel, mais tu payes pour l'existant. Et ça, des fois, c'est difficile à faire entendre à des cédants, évidemment. Mon site a plein de potentiel, le SEO est génial, etc. Ouais, pourquoi tu ne l'as pas mis en place Voilà, exactement. Il y a des boîtes qui sont spécialisées sur la valorisation des actifs immatériels. Ça, c'est pas du tout market practice. C'est très bien pour de la valorisation en levée de fonds, c'est très bien pour de la valorisation à des visées comptables. Mais par contre, en termes de revente, ça vaut strictement rien. Ça ne parle pas aux acheteurs, du coup. Ça ne parle pas aux acheteurs, puis c'est pas du tout basé sur de la rentabilité. Le même site, on a fait des tests avec des outils de valorisation d'actifs immatériels. Le même site va dégager 100 K de BE, donc il va peut-être se vendre entre 150 et puis 250 éventuellement. Et puis à côté, un outil de valorisation d'actifs immatériels va te dire oui, mais cette marque, elle a 4 ans, donc elle vaut déjà 250 000 euros. D'accord. Pas du tout aux yeux d'un acheteur. Mais peut-être que dans le cadre d'une valorisation comptable, effectivement, tu peux appuyer le fait que cette marque, elle a une notoriété. Dans la pub, tu vas pouvoir valoriser peut-être le nombre de vues, la notoriété de la marque, peut-être qu'elle est top of mind sur un truc. Voilà. Tout ça, ça va te permettre de valoriser la valeur perçue de ta boîte pour ton expert comptable ou quoi que ce soit. Mais à la revente, tous ces éléments-là, ils disparaissent et l'acheteur, en général, il revient à tout ça, c'est mignon. Mais concrètement, combien j'ai dans la poche à la fin et je fais un multiple de ça. Et ensuite, je le mets sur le marché par rapport au comparable. Donc ta valo, elle est toujours en 2 ou 3 étapes. Combien tu dégages, quels sont les comparables, et éventuellement, soit de manière complémentaire, soit de manière alternative, selon ta rentabilité, quelle est ton audience. Parce que quand tu rachètes un business digital, tu rachètes avant tout, en tout cas chez nous, une audience. Et si cette audience est géniale et que tu as très peu de rentabilité, ta boîte peut quand même avoir une valeur intéressante parce qu'il y a peut-être un potentiel d'optimisation qui va être excellent. Mais l'acheteur qui mettra le bon prix ne sera pas l'acheteur qui calcule sur la base d'un EBE dans ce cas-là. Ça sera un acheteur stratégique. Stratégique, exactement. D'accord. Et donc ça, on le fait un peu moins, mais ça nous arrive de travailler sur des deals comme ça aussi. Si on a une très belle marque avec une très belle audience, elle ne sera pas forcément listée du coup sur Dotmarket pour éviter de créer de la confusion entre les différents modèles de valorisation. Mais si tu te promènes là, tu verras des fois des petits sites qui font 5-10 000 visites par mois et qui sont listés à 3, 4, 5, 10 000 euros. Et là, on est plutôt sur du coût de remplacement de si tu devais te créer cette audience, combien ça te coûterait. Et si tu as déjà un e-commerce, par exemple, qui vend des bijoux et que tu as un média qui parle de bijoux, peut-être que pour toi, c'est un achat stratégique de gagner cette audience plus rapidement. D'accord, ok. Donc de la même manière que nous, effectivement, nous, on a plus d'une centaine de méthodes de valorisation.
Et souvent, c'est ce qui crée aussi le fossé entre les attentes du cédant et celles du repreneur. Donc on essaye de militer un peu pour ça au final, parce que ce qui va compter finalement, c'est le prix de vente. Et le prix de vente, ça va être l'accord entre ce que le cédant est prêt à accepter et ce que le repreneur est prêt à mettre sur la table. Donc on en revient sur le repreneur, il attend un retour sur son investissement. Il va on rachète un site justement ou un actif physique pour éviter de partir de zéro. Donc forcément, c'est quelque chose qui fonctionne et on va s'appuyer sur ce résultat dégagé pour valoriser la société. Ouais. Et en termes de multiples, comment ça fonctionne, comme nous, en fonction de la structuration de l'actif digital, en fonction de la taille peut-être aussi du chiffre d'affaires dégagé par l'actif digital, on a des multiples qui vont varier Oui, exactement. On y reviendra cet après-midi dans la présentation. Tu vois, j'ai préparé plein de critères et de KPI qui permettent de comprendre un peu la valorisation, mais globalement, le tout premier, c'est la typologie du business. Déjà, si tu es un SaaS, un site de contenu ou un e-commerce, tu rentres dans une case avec des critères définis. D'accord. Et cette case, elle est extensible dans le sens où tu peux être un média valorisé à 1 ou un média valorisé à 10, mais la moyenne, ça va être entre 2 et 3 ans de BE. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu seras finalement à 1 ou à 10 ? C'est tous les critères qu'on rajoute et qui sont spécifiques à ce média. Quelle est ta courbe SEO? Quelle est ta dépendance à quelques mots-clés? Quels sont tes axes, tes modes de monétisation? Bref, tu vas avoir tous les critères qui sont liés aux médias. Sur le e-commerce, pareil, on va reprendre tous les critères et là, la taille va beaucoup plus jouer sur le e-commerce. Si tu fais moins de 100K de BE, clairement, tu es à 1.5, 2. Okay. Si tu fais plus de 100K, tu peux être entre 2 et 5, mais tu as des tailles beaucoup plus... c'est presque un peu plus mathématique que plus tu es gros, plus tu vaux cher. Pourquoi ? Parce que plus tu es gros en e-commerce, plus tu as de parts de marché d'un produit ou d'un service, et du coup, plus tu vas intéresser un acteur plus gros qui a un intérêt stratégique à acquérir ces parts de marché. Donc, si tu dépasses les 500K de BE, tu gagnes des points quasi immédiats. Après, évidemment, il y a tous les critères classiques de est-ce que ta marge est bonne, comment tu gères ta logistique, la dépendance à l'homme clé, plein de choses, tes contrats fournisseurs, etc. etc. Mais de base, plus tu es petit, moins tu vaux cher, plus tu es gros, plus tu t'intéresses des acheteurs stratégiques et donc tu vaux cher. D'accord. Et sur les SaaS, ça sera un peu pareil, mais étant donné qu'il y a une hype en ce moment sur les SaaS, un tout petit SaaS peut valoir plus cher en termes de valorisation ou de multiples qu'un site e-commerce ou qu'un média, juste parce qu'il y a une très forte demande là-dessus. Mais en général, tu as aussi une question de taille et après, tu as des critères de lifetime value, de taux de churn, de croissance. Tu as des matrices de valorisation que nous, on n'utilise pas évidemment parce que c'est plutôt des matrices de valorisation de très gros SaaS. Mais dans les Y Combinator ou autres, tu vois, les critères, c'est il faut qu'il y ait croissance à 2 chiffres, LTV avec un minimum requis, churn qui doit être en dessous d'un certain critère. Et si tu coches toutes les cases, tu peux atteindre le x10 de valorisation. Okay. Mais si tu as très bonne croissance mais taux de churn élevé, tu redescends parce qu'il n'y a plus de perspective et de projection possible. Et finalement, pas de marché ou de potentiels acheteurs intéressés derrière. Donc, on en revient à le marché, c'est le marché qui fixe les prix et les multiples de valorisation. Plus il y a de demande, plus ça va être fort en termes de multiples de valorisation. Et moins il y a de demande, moins ça va. Et du coup, sur Dotmarket, tu verras souvent une fourchette entre 1,5 qui peut être négocié à la baisse. Un dropshipping sur des thématiques un peu compliquées, on en voit partir à 1 an et demi de profit. Et pour les plus gros dossiers, les plus solides, tu vas être peut-être à 3, peut-être à 4, peut-être à 5 sur des business extrêmement précis. Mais le gros du marché chez nous sera entre 1,5 et 2,5 ou 3. D'accord, ok. Et du coup, vous faites tout votre travail d'analyse, mais quand même, il y a de la négo qui se joue derrière aussi entre cédants et repreneurs. Donc, on a quand même des prix affichés, mais derrière, il y a de la négociation aussi qui peut jouer. Exactement. D'accord. Parce qu'après, il y a
Un autre point essentiel aussi, un point qui est capital pour nous dans le business physique aussi, c'est la question du financement. Et en termes de financement, du coup, aujourd'hui, on a les acteurs clés comme les établissements bancaires, typiquement. Nous, on essaye de trouver des structures de financement aussi qui permettent parfois de passer à côté du financement bancaire parce que les établissements ne suivent pas sur du business physique en fonction du secteur d'activité. Donc, on essaye d'avoir cette approche un peu créative pour permettre de faire le deal quand même. Vous, du coup, sur les actifs digitaux, j'imagine que c'est peut-être un peu compliqué à comprendre aussi pour les établissements financiers. Ouais. C'est peut-être un petit peu tout nouveau pour eux. Enfin, ils ont pas l'habitude. Donc, comment ça se passe en termes de financement de deal? C'est les investisseurs, les acheteurs sont plutôt sur des capitaux propres ou ils arrivent quand même à faire appel à du financement privé, à peut-être du crédit vendeur comme nous c'est quoi un peu les approches C'est très similaire au business traditionnel. La grosse différence, c'est que nous, en tout cas, de par notre choix de couvrir des plus petits sites, qui est de là d'où je viens et où on s'accroche un petit peu, tu vas à garder ce pan pas très rentable, mais fun, on va dire. Tous ces petits sites, évidemment, c'est du capital propre. D'accord. Je pense que c'est assez rare que tu rachètes une boîte physique à moins de 50 000 euros. Ça doit exister, mais non, c'est plus des petits fonds de commerce ou des actifs de l'entreprise directement. Alors qu'un site internet à moins de 50 000 euros, nous, on en vend des dizaines par an. D'accord. Parce que n'importe qui, notamment avec une stratégie de rénovante ou une stratégie de génération de revenus complémentaires, peut avoir envie de se positionner sur un site qui dégage même que 100, 150, 200, 500 euros par mois de marge. Tu vois. Si tu achètes pour apprendre à gérer un business digital, tu n'as pas forcément besoin qu'il crache beaucoup pour y trouver ton intérêt. Si tu rachètes pour avoir un complément de revenus, peut-être que 500 euros, ça te suffit. Donc, on voit beaucoup d'opérations et on gère beaucoup d'opérations à moins de 50 000 euros. Et là, c'est quasi systématiquement des capitaux propres. Voilà, fonds propres. Ensuite, au-delà de 50 100 000 euros, ça dépend de la typologie du business, de son ancienneté et de sa compréhension possible, effectivement, par une banque. Un actif seul, quasi impossible à financer, sauf si tu es déjà dans le digital et que du coup, tu as déjà une banque qui te suit, qui comprend très bien ton activité et ainsi de suite. Mais globalement, c'est un peu une anomalie si tu réussis. Fonds de commerce, ça se fait avec les bons interlocuteurs. Rachat de société, quasi sans problème, puisque de toute façon, tu arrives avec les bilans. Donc, à partir du moment où les bilans sont sains, même si c'est une activité digitale et que du coup, ça va prendre peut-être un peu plus longtemps à comprendre le modèle économique, la valo et autres, à minima, tu as la documentation nécessaire pour une banque. Donc, c'est juste une question de compréhension du modèle. Donc, s'ils ne suivent pas, c'est comme dans le traditionnel, c'est qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne veulent pas aller sur cette thématique en particulier. D'accord. Et si tu n'as pas la banque, c'est là que ça devient un peu plus compliqué sur le rachat de business digitaux. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Il y a très peu de fonds aujourd'hui qui vont financer ça et ça commence un peu à se créer. Le crédit vendeur, quand on a lancé, jamais personne parlait de crédit vendeur. Maintenant, ça commence à se faire, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, tu peux négocier à la fois sur le prix ou sur les conditions de paiement. Donc là, on est très proche c'est pareil que du traditionnel. Le earn-out aussi se pratique, notamment sur les deals les plus exposés. Difficile de négocier du earn-out sur un business à moins de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais sur nos plus gros deals, c'est très régulier qu'on ait une partie de earn-out, de complément de prix en fonction d'atteinte d'objectifs et d'engagement du fondateur. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les prix ne sont pas si élevés que ça. Et si tu regardes le marché américain, notamment, sur la même taille de deal, tu vas avoir des prix qui sont 40, 50, 60% plus élevés. Notamment parce que le financement est hyper facile. Donc, quand l'argent est facile, tu peux racheter sans aucun problème. Quand tu ne peux pas emprunter, que tu ne peux pas accéder à de l'argent pas cher ou facile, tu ne peux pas acheter, donc il y a moins de pression en termes d'offres et par conséquent, les prix sont tirés vers le bas. Et le marché du 100 à 500 000, 1 million, en fait, il est exactement là-dedans. Les très gros acteurs
c'est trop petit pour eux. Il n'y a pas assez d'effet levier, ça ne les intéresse pas de dépenser 500 000 euros. Les tout petits acheteurs ne peuvent pas accéder à 500 000 euros. Et donc, ça crée une tranche un petit peu bâtarde où pas grand monde, finalement, a soit les capitaux, soit la capacité à emprunter auprès des bons acteurs. D'accord. Et donc, ça tire vers le bas les multiples sur toute cette tranche de business. C'est ce qui les rend hyper intéressants quand tu as accès à du financement, mais c'est ce qui les rend un peu moins liquides. C'est presque plus facile de vendre un business à 3, 4, 5 millions qu'un business à 500 000. D'accord. Parce que celui à 3, 4, 5 millions, il y a des gens qui n'ont pas besoin de financement, qui vont pouvoir se positionner dessus, et il y a un effet levier. Le business à 500 000, potentiellement, il est trop gros pour certains, trop petit pour d'autres, et les personnes au milieu, du coup, sont en position de force pour négocier. Donc, c'est très bien à savoir en tant qu'acheteur. Et très souvent, tu as le fondateur qui a encore un rôle très prenant dans l'activité, donc son départ peut mettre à mal la boîte. Les équipes ne sont pas très bien structurées. C'est des boîtes un peu, tu vois, dans le sable mouvant au milieu qui les rend plus difficiles, moins liquides et donc moins chers à racheter. D'accord. Mais du coup, je comprends. Enfin, moi, je pose ma casquette investisseur. Je suis spécialiste, j'ai accès à ces fonds ou à ces modes de financement. Tu le dis, c'est les opportunités. Tu rachètes aujourd'hui parce que sur ce segment de marché, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables de le faire. Ouais. Le marché est en train de s'éduquer, en train de se développer. Enfin, je pense que les établissements financiers vont aussi s'adapter à ce marché et pouvoir financer ce type de deal de plus en plus. Donc c'est bien de racheter maintenant, de développer et de revendre d'ici quelques temps. Ça peut être une bonne opportunité du coup. Ouais, si. Alors en France, c'est moins marqué, mais Empire Flippers aux États-Unis, depuis 2018, je pense, publie tous les ans leur rapport d'état du marché et des multiples. Et si tu regardes leurs multiples, tu te rends compte que pour un business acheté en 2018 qui n'aurait pas du tout évolué, tu le revends 30 à 40% plus cher 5 ans plus tard, juste parce que inflation des prix. D'accord. Donc c'est évident que si on imagine, ce qui n'est pas le cas ces 4 dernières années, en tout cas sur la France, il y a eu un pic pendant le bull run, il y a eu un drop pendant le bear market. Tu as quand même des éléments géopolitiques ou financiers ou un contexte qui fait monter ou descendre un petit peu les prix, mais souvent c'est lié à ta capacité à accéder à de l'argent. Donc là, potentiellement, les prix pourraient augmenter sur les prochains mois parce que s'il y a de la crypto à réinvestir, on commence à avoir les premiers investisseurs qui font leur up en crypto et qui se disent moi, il n'y a pas de problème, je peux acheter tout de suite, je ne vais pas trop négocier parce que c'est de l'argent gratuit. Mais dès que ça sera fini, on va retrouver a priori un marché assez équilibré. Donc, si on part du principe que sur les quelques prochaines années, l'accès au financement devient plus simple parce que les banques comprennent que financer des fonds de commerce digitaux, ça fait partie du futur. Alors oui, on devrait en toute logique voir des multiples augmenter, non pas parce que les business sont plus intéressants, mais juste parce qu'il y a un peu plus de gens qui s'y intéressent, qui ont accès à des capitaux et qui viennent mettre de la pression et donc redonner entre guillemets le pouvoir aux vendeurs, alors que là on est sur un marché qui est majoritairement quand même positif pour les acheteurs, étant donné que c'est difficile d'obtenir de l'argent, que c'est difficile de vendre quand tu es dans ce ventre mou. Voilà. Ok. Très très intéressant. Après, pour nous qui sommes des repreneurs d'actifs physiques, du coup, non, tu disais c'était plutôt, toi, tu avais plutôt affaire à des personnes dans le digital ou maintenant des personnes qui s'y intéressent de plus en plus hors digital. Mais du coup, ça serait quoi les erreurs que tu vois peut-être le plus souvent sur un repreneur à quoi, enfin, quelles sont les zones de vigilance Comment il s'appelle ce syndrome? Le syndrome de surconfiance Dunning-Kruger. D'accord, oui. C'est ça, ta phase d'apprentissage où tu te dis ah ouais, je comprends tout. Tu vois, un business digital, c'est passif, ça a l'air de fonctionner beaucoup plus simplement et avec beaucoup moins de temps que moi qui fais 35 heures dans mon taf. Forcément, ça doit être génial et je dois pouvoir le faire. Parce qu'après tout, c'est juste emballer des colis. Enfin, ça, c'est évidemment l'erreur principale que les gens font, c'est qu'ils sous-estiment
soit le travail que ça peut représenter, finalement, juste de gérer ta logistique, soit la difficulté que ça peut représenter de gérer les premiers problèmes qui se présenteront tôt ou tard à toi. Voilà. Et ce premier problème, ça peut juste être du SAV qui devient trop galère à gérer, un problème technique que tu n'avais pas anticipé, puis en fait, toi, tu pensais que Shopify, ça tournait tout seul, mais en fait, un jour, il y a un bug et tu ne sais pas le résoudre. Changement de réglementation, tu en parlais un peu aussi sur des e-commerce. Ça, pour le coup, ce n'est pas une erreur qui arrive souvent, le changement de réglementation. C'est plus souvent des gens qui arrivent avec une certitude que tout va être simple et qui réalisent que finalement, ce n'est pas si simple et pas si passif. C'est de l'entrepreneuriat, finalement. C'est de l'entrepreneuriat. On règle des problèmes, on gère des problèmes. C'est au jour et avec le jour. Des compétences très précises à avoir, ou alors qu'il faut très vite outsourcer. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Si tu prends une pénalité en SEO, même moi, je ne sais pas forcément la résoudre, tu vois, alors que je viens de ce secteur. Je vais pouvoir réfléchir un peu plus vite, trouver des hypothèses un peu plus vite, mais pas forcément la résoudre parce que tu ne résous pas systématiquement un problème en SEO. Et donc, si tu ne sais pas du tout ce que c'est le SEO, pourquoi ça impacte ton site et ainsi de suite, potentiellement, ton site il est réduit à néant du jour au lendemain. Et si tu ne sais pas que finalement, tu peux activer la base mail, tu peux déclencher de la publicité, tu peux travailler dessus, tu peux te retrouver face à un truc où tu te disais c'est tout simple, il y a des commandes qui tombent tous les jours. Mais si tu n'as pas compris en fait qu'est-ce qui faisait venir ces commandes, tu peux te retrouver face à un gigantesque mystère. Et je ne peux pas le prouver parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de clients qui nous appellent les mois d'après, tu vois, pour dire voilà comment mon site évolue. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre beaucoup plus en place pour essayer de comprendre justement, même en amont, sur quoi on pourrait sensibiliser. Mais les personnes où j'ai su que ça s'était cassé la figure, c'était très souvent lié au SEO ou très souvent lié à j'avais pas compris que je devrais faire tout ça sur le site. D'accord. Ok, donc comme tu le dis, c'est dommage. C'est comme si tu reprends une boîte traditionnelle qui fait du BTP, puis tu sais pas qu'en fait tu dois aller sur les chantiers. Tu vois. Je vais pas sur les chantiers, la boîte elle tourne pas, bah oui. Ouais, d'accord, ok. Finalement, c'est les mêmes sujets qu'on traite effectivement, d'où l'importance de bien cadrer aussi par rapport à ses compétences aussi, ce qu'on peut apporter en plus à la société ou au développement du business. Et du coup, je comprends, à contrario, c'est peut-être les compétences clés à développer ou ce qui fait le succès des rachats d'actifs digitaux, c'est potentiellement bien comprendre le marketing déjà, d'où vient effectivement nos prospects, comment on va les transformer, quels sont nos canaux d'acquisition qu'on peut développer en complément de ce qui existe déjà. Donc pour toi, ce serait plutôt ça, les facteurs de succès, c'est de se dire on met en avant des compétences où il faut, pour les personnes qui veulent se lancer peut-être aussi et qui n'ont pas ces compétences aujourd'hui, il faudrait développer davantage ces compétences en marketing, en vente pour… Les développer, ça sera en toute logique critique pour développer l'activité, mais l'échec en général, il n'est pas sur le développement, il est sur la maintenance. D'accord. Parce que te planter au développement, c'est une chose. Tu fais des mauvais choix stratégiques, ça arrive à tout entrepreneur. Par contre, te planter sur maintenir une activité qui tourne nickel depuis 3 ans, ça c'est problématique. Et je vais te donner un exemple. Moi, j'ai planté un site dans l'univers dans une petite boutique de nail art. Et on l'a planté avec 2 choses. Quand je dis planté, c'est tout relatif, mais proportionnellement à mon échelle de compréhension et de niveau normal d'expertise, on peut dire que c'est planté. On a changé immédiatement la solution de paiement sans penser que ça allait impacter la confiance des anciens clients. Alors, on n'avait pas le choix parce que boîte en Estonie, boîte en France, on ne pouvait pas réutiliser la solution de paiement. Mais on n'a jamais pensé que ça pouvait avoir un impact aussi violent. Et deuxième chose, on a fait l'opération un peu vite parce que c'était dans le cadre d'un test. Je voulais utiliser ce test en plus pour une conférence. Donc, tu vois, on est parti un peu, on a foncé tête baissée et on n'avait pas identifié que la vendeuse avait une vraie
forte relation avec pas mal d'acheteuses professionnelles D'accord. et qu'elle gérait pas mal de commandes par téléphone Direct. en fait encore. Ok. Et bon, ça n'a pas été hyper transparent dans la discussion, Mhm. mais on n'a pas posé ces questions-là, tu vois. On s'est dit, c'est une boutique, il y a du bon SEO, on a identifié qu'il y a un problème sur le template, on va pouvoir le résoudre. Tu vois, on a réfléchi en fait de manière que digitale et on a réparé tous les bugs digitaux. On a fait x3 sur le trafic en l'espace de quelques jours en réparant des trucs tout bêtes. Mhm. Et pourtant, les ventes se sont effondrées. Et on était là, qu'est-ce qu'on a planté, tu vois. Ouais. On est des experts en digital, on a réparé le digital et pourtant on fait plus de ventes Mhm. proportionnellement. Bah, on avait changé la solution de paiement et on a perdu tout le repeat et on ne répondait pas au téléphone pour donner des conseils sur un produit très particulier. Tu vois. D'accord. Et ça, c'est typiquement l'erreur que n'importe qui se lance dans le digital peut faire. Et peut-être même des gens, tu vois, qui sont déjà dans le digital et qui se disent je sais tout et je vais solutionner le digital, c'est oublier qu'en fait, si tu comprends pas exactement ce qui fait le business, tu peux le négliger et arrêter de le faire, alors que c'était peut-être la pierre angulaire du succès de cette petite boutique. Tu vois. D'accord, ok. Donc du coup, ouais, d'où l'importance pareil, de faire des audits, une due diligence aussi, de vraiment comprendre ce que fait véritablement le dirigeant. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que tu as la due deal digitale, on en parlera cet après-midi, tu as la due deal financière, mais ce qui peut être Opérationnel, négligé, du c'est coup, c'est- qu'est-ce que tu fais vraiment au quotidien. Et très souvent, et on le voit sur les fiches d'UpMarket, on demande aux cédants de dire c'est quoi ta semaine type. Ouais. Ça suffit pas de juste lire Les dire. le cédant, il va te dire bah, le lundi, je gère mes commandes, mais comment tu les gères Donc sur DotMarket, ça va être marqué je gère mes commandes. Tu te dis bien que nous, on ne peut pas prendre chaque business et lui dire détaille-nous, etc. Mais peut-être qu'on devrait. Dans nos guides d'audit qu'on met à disposition, on dit pose cette question, va un peu plus loin. Est-ce que tu gères tes commandes par téléphone? Est-ce que tu fais de la relance peut-être de tes clients? Est-ce que tu traites les commandes à la main? Enfin, qu'est-ce que tu fais très concrètement? Ensuite, je rajoute un nouveau produit. Ok, mais comment tu le choisis ce produit? Pourquoi tu rajoutes un produit? Quelle fréquence, etc. Donc, il y a plein de choses. Quand tu le lis, tu te dis bon, c'est simple. Lundi matin, il traite ses commandes. Mardi après-midi, il fait un post sur les réseaux sociaux. Puis toi, tu récupères le truc et puis il n'y a plus de commandes. J'ai pas récupéré la ligne téléphonique parce que c'est un rachat d'actifs. Et ben, j'ai plus les commandes. D'accord. Ok. Ouais, des trucs auxquels tu ne penserais pas forcément. Ouais. Tu penses avoir compris le business et en fait, tu n'es pas rentré suffisamment dans le détail. Et ouais, du coup, moi, ça me fait penser à Anne-Laure du Mastermind aussi, fondatrice de D-System. C'est avoir ton playbook en fait. Il faut constituer ton playbook de l'entreprise, comment fonctionne l'entreprise et ça, il faut le faire avant de racheter l'entreprise ou dans la phase je ne sais pas si vous avez des périodes d'accompagnement aussi avec les dirigeants, mais voilà, de vraiment le prévoir parce que c'est ce qui fait fondamentalement fonctionner le business. Donc, Quand tu rachètes une société, c'est beaucoup plus évident de faire un accompagnement au fonctionnement de la société. Quand tu rachètes un actif, justement, tu vois, vu que tu rachètes un actif digital, tu as tendance à oublier qu'il y a une structure autour. Vu que tu ne reprends pas cette structure, tu l'ignores. Tu vois, elle est un petit peu... elle est nulle part dans le contrat, elle n'est pas mentionnée dans... j'ai mon site internet, je vais te parler de ce que je fais sur le site. Je ne te parle pas de ce que je fais à l'échelle potentiellement de la société. D'accord, qui pourrait impacter le fonctionnement du site. Des fois, ce n'est pas du tout le cas. Mais dans certains cas, par exemple dans cette boutique de nail art, clairement, on a négligé l'aspect offline du business parce qu'on s'est focalisé que sur ce que le digital pouvait devenir ou pouvait être ou qu'on voyait. Et ça, c'est assez facile à faire de négliger ça parce que tu te dis j'achète une boutique digitale, c'est pas pour m'intéresser à ce qui se passe hors du digital. Alors que très souvent d'ailleurs, reprendre un business digital en ayant cette compétence de qu'est-ce qui se passe en dehors du digital, c'est un très bon complément. J'ai fait un atelier thèse d'investissement avec un repreneur il n'y a pas très longtemps qui ne connaît pas grand-chose au digital de base. Et pour le coup, qui je pense sera excellent dans son activité parce qu'il est très bon en commercial et en B2B. Par contre, il faut lui trouver un business sur lequel un des pans à développer, ce soit le B2B. D'accord.
parce que le B2B, c'est un truc auquel très peu de e-commerçants finalement pensent. En tout cas, à l'échelle d'actifs ou de fonds de commerce à moins de quelques centaines de milliers d'euros. Donc, tu as ton business, ça tourne tout seul. Si ça tourne tout seul, je ne vais pas aller démarcher des revendeurs ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Mais si toi, tu arrives et que tu as une compétence qui finalement n'est pas digitale et que tu la mets sur un pan digital, tu peux avoir un avantage concurrentiel que d'autres n'ont pas par définition parce qu'ils sont restés que sur le digital. Ok, ça fait la très bonne transition avec la conclusion. Parce que je vois vraiment beaucoup au départ, tu vois, je pensais qu'il y avait des vraies différences sur le rachat de business digital par rapport au rachat de business physique, mais en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de similitudes. Il y a peut-être le fait que c'est peut-être aussi une activité qui est un peu plus nouvelle, le rachat de business digitaux, donc qui s'inspire peut-être aussi de ce qu'on faisait avant sur du rachat de business physique traditionnel. Il y a l'aspect humain derrière, ça a un actif digital, mais ça reste quand même des humains qui gèrent avec leurs propres émotions, leurs propres problèmes, donc ce qui du coup ouvre la voie à des négociations, à des mises en vente des actifs digitales. Donc vraiment très enrichissant. Merci beaucoup pour l'interview. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments, peut-être des conseils du coup auxquels on n'aurait pas pensé pour les repreneurs qui s'intéresseraient à racheter des entreprises, mais je comprends, ouais, peut-être bien qualifier vos forces par rapport à l'entreprise que vous rachetez, et si vous avez des éléments de force que vous arrivez à mettre en place qui ne sont pas présentes aujourd'hui sur l'entreprise, c'est là que vous allez faire les meilleures opportunités. Enfin, moi, c'est ce que je retiens. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres conseils. Ouais, c'est une bonne conclusion. En fait, tu l'as dit, le rachat d'un business digital ou d'un business traditionnel, il démarre de la même manière. C'est juste que c'est le type de business que tu rachètes qui a ses spécificités. Mais tu démarres toujours de la même manière. Quel est mon objectif? Quelle est ma thèse d'investissement? Et peut-être que ta thèse d'investissement, elle te mène vers un business traditionnel dans un secteur géographique très précis avec un nombre d'équipes, un savoir-faire très précis. Ou alors peut-être que parce que tu veux être libre géographiquement, travailler moins, faire ci, faire ça, finalement, ce n'est pas du tout compatible avec un business traditionnel. Et donc, tu ouvres la porte du business digital ou de l'investissement pour prendre des parts, ou tu as tout type de... Donc, tu as ton objectif, puis tu as ta thèse, puis tu as tes cibles, puis tu as ton audit, et ensuite l'accompagnement, la transmission, etc. etc. Mais c'est uniquement le type de business que tu rachètes qui change. Et du coup, ce type de business vient avec des spécificités. Et j'imagine que tu n'audites pas pareil une boîte de BTP qu'une boîte de comptabilité. Tu ne peux pas arriver avec tes gros sabots de j'ai l'habitude d'auditer tel type de boîte, donc ça va se passer comme ça. Ça ne fonctionne pas. J'ai des investisseurs qui ont l'habitude de mettre des billes dans des startups qui essayent d'analyser un site e-commerce comme s'ils investissaient dans une startup. Ça ne fonctionne pas. Ouais. En face, il y a des gens qui sont là. Tu me poses Tu me des parles questions, de quoi? franchement, je ne pige rien. Là. Et je me rappelle discuter avec cet investisseur qui me disait mais Kevin, j'ai essayé de racheter 10 boîtes chez toi. Planté. À chaque fois, il me plante. Je dis, ça, c'est quand même bizarre. Donc, on prend le temps. Je lui demande de m'expliquer qu'est-ce qu'il fait. Puis, quand il me dit toutes les questions qu'il pose, je dis, mais tu dois les faire flipper. Pour un ticket à 10 000 euros, tu leur poses une question comme s'ils levaient 1 million. Ils ne connaissent même pas les questions que tu poses. Donc, comprendre qu'est-ce que tu rachètes, quelles sont les bonnes questions à poser, quelles sont les compétences dont tu vas avoir besoin, c'est la spécificité de l'activité. Et pareil, tu ne poseras pas les mêmes questions à un business digital qu'à un business de BTP. D'accord. Mais ensuite, le reste, c'est extrêmement proche. Tu fais encadrer ça juridiquement, tu le finances plus ou moins de la même manière, tu prépares ta transmission de la même manière avec ton playbook. C'est juste que le playbook, il couvre différents axes. Tu te fais accompagner, mais tu te fais accompagner sur les axes qui sont nécessaires. Et puis, tu développes l'activité avec des canaux différents, mais dans le même objectif de booster la rentabilité et ainsi de suite. Ok, super. Merci beaucoup, Kevin. C'était vraiment enrichissant. Du coup, on se dit à la prochaine. Avec plaisir.